parle de l'islam, je dis que j'habite dans un pays qui a plus de 95% de musulmans, mais Senghor était président du Sénégal pendant je ne sais pas combien d'années. 20 ans. Oui, pendant 20 ans. Je suis en train de me demander, au-delà de la défense de notre modèle, comment est-ce qu'on peut parvenir, c'est ça qu'il y a des enjeux géopolitiques là, je ne vais pas revenir sur des débats avec Tariq là, mais y a-t-il des points qui peuvent servir de pont entre le paternalisme que tu sembles dénoncer des fois, le paternalisme en tout cas arabe et l'impérialisme occidental, les deux je suis d'accord. Y a-t-il des ponts que nous Sénégalais qu'on peut dire que regardez, il y a ces deux paternalismes là, mais nous on peut de façon concrète vous dire que voilà ce qu'il faut et puis qu'ils puissent nous écouter. Je sais que c'est ça ton combat, mais comment on peut le faire concrètement? Je vous remercie. Merci Amidou. Alors je pense qu'on a fini la série de questions, donc on va passer la parole à Bakary. Est-ce qu'il y a un dernier? Non, fait divers. Une question fait divers. Tu peux venir Akan. Parce qu'il y a beaucoup de questions à répondre. Ok, après tu vas rebondir là. Voilà. Ok, parfait. D'accord, si j'ai vu quoi. C'est stratégique quoi. Non, lui c'est un stratège, hein. C'est un banquier. Hein. Alors on donne la parole à... Attention, nous sommes deux banquiers. Oh oh. T'es mal pris là. Alors la parole est à Bakary. Oui, mais je vais pas. Il y a peu de questions, hein, il y a beaucoup de remarques, etc. Voilà. Et oui, pour mon ami Mamadou Dia, hein, c'est ça. Non, j'ai commencé quand même pour apprendre des cas. Hein. Au début, hein, j'ai dit que j'étais pas là pour dire à moi. Non, je place cette diversité de l'islam sénégalais dans la globalité universelle et générale de l'islam. Mais, de la même manière que dans cette globalité qu'on écoute des voix persanes, des voix turques, etc., qu'on donne la possibilité d'être écouté, comme a dit. C'est tout simplement cela. Ce n'est pas une revendication ethniciste, etc. Je ne suis pas dans les théories de l'islam noir, de Vincent Monte, etc., qui nous ont fait beaucoup de mal hein, en présentant l'islam en Afrique comme étant du folklore, etc. Non, je suis pas dans cela. Je suis pour qu'on inscrive cette particularité-là dans la globalité et qu'on l'accepte comme faisant partie de cette globalité, mais sans l'exclure, en tout cas, comme tentent de le faire certains. Oui, vous avez cité Cheikh Moussa Kamara, je suis très content d'entendre sur le Haqq Mobile, mais il a aussi écrit d'autres choses. Quand il parle d'Athar Raribin fil Jihad, mais là aussi c'est important. Pourquoi on ne fait pas entendre cette voix-là? Il dit, je pense que je l'ai cité la dernière fois, et même mon ami Tariq m'a dit c'est une belle citation. Il écrit un ouvrage dont le titre est très long. Le titre, déjà, c'est un livre. Il dit voilà. Il dit la plupart de ceux qui appellent au djihad, la première motivation, c'est d'être célèbre, qu'on parle d'eux, quoi, se faire remarquer. Au mulk al-ibad et dominer les gens, c'est-à-dire ils privilégient la domination des corps, la soumission des corps à la conquête des cœurs. Voilà, irresponsabilité. Ils s'en foutent des personnes qui meurent, qui tombent tous les jours. Mais ça, je suis en train d'écrire un ouvrage qui s'appelle Interrogation musulmane, du rêve de la Oumma au spectre du djihadisme. Bon, je trahis un peu le truc, mais j'en fais l'épilogue de mon livre en disant, mais devant toutes ces théories, etc., mais pourquoi pas montrer, dire que oui, il y a un savant sénégalais 19e qui a écrit quelque chose comme ça, qui éclaire le monde musulman en tant que tel. Et j'ai même envie de publier la version arabe au Caire. Pour dire que, pourquoi on ne vulgarise pas ça? Pourquoi nous sommes aussi toujours appelés à considérer notre production comme étant une sous-production? C'est ça. Il faut en fait se débarrasser des chaînes mentales. C'est valable aussi bien pour l'élite occidentale, etc., mais que pour l'élite aussi islamique au Sénégal, qui nourrit un certain complexe par rapport à la production d'ailleurs. Le besoin d'affirmer, non, ce n'est pas cela, la fierté d'être sénégalais. C'est vrai, après vous êtes tombé dans le travers. Hein. Mais j'en profite pour répondre à des questions ultérieures. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, ou sous nos lauriers d'ailleurs. Je crois que ces confréries sont là. Bon, on présente comme le défenseur des confréries, quoi. C'est le défenseur des confréries des villages. Quand j'écris un article, c'est le défenseur des confréries. De la même de la Tijani est déjà arrivé. Mais ce n'est pas ça. Je suis aussi critique avec eux, avec ces confréries.
Au Forum Tijania, lors du dernier mot, j'ai dit attention, ne dormons pas sur nos lauriers. Nous sommes là dans une logique de consommation de fierté. Et non de production d'une relecture de cet héritage. Il faut qu'on soit responsable. Nos grands-pères ont fait cela. C'est une communauté qui a vécu sa vie, mais vous aussi, ils sont responsables de leurs actes comme vous. Vous êtes responsables des vôtres. Et vous n'êtes en aucune manière responsable de ce qu'ils ont fait. Et nous, on se targue toujours que oui, mon grand-père a vu cela, etc. Et ça, je le critique. Et que les confréries sont encore un rempart. On en parle, oui, confréries comme rempart contre l'intolérance, etc. J'ai dit, si, il faut mettre des conditionnalités. Il faut que ces confréries-là, pour que ces confréries demeurent de véritables remparts, il faut, que ces confréries produisent une pédagogie, une nouvelle pédagogie des enseignements. C'est nos enfants qui vont grandir là. Quand on passera la journée comme dans les gamous, dans les magasins, à rencontrer, oui, il était là, après il est monté sur le bateau, bon, l'autre a sorti de l'eau, après le lion s'est plongé, etc. Ils vont dire, mais papa, ça c'est Superman. Et, je vous assure. Alors, donc il nous faut véritablement une nouvelle pédagogie de cet enseignement-là. Si on continue dans cela, dans ce marché des biens symboliques, notre offre ne pourra pas être positionnée, parce qu'elle n'est pas dans les standards. Donc je suis aussi critique avec les confrères. Ça c'est la modernisation du discours, une pédagogie des enseignements, mais aussi il faut que, si ces confrères continuent aussi cette accointance répétitive avec le pouvoir politique, jusqu'à corrompre l'enseignement des anciens, mais les gens qui ont besoin de spiritualité, les gens qui ont besoin de l'enseignement de l'islam vont aller répondre à d'autres offres. Ces offres peuvent être des frères musulmans, salafistes, etc. Mais pourquoi, à votre avis, bien que je critique parfois l'orientation du discours de la part de nos amis de l'AMU, etc., pourquoi les gens vont là-bas? Parce que le discours est rationalisé. Ce que j'appelle l'islam des ingénieurs, j'ai rien contre les ingénieurs, mais les gens ont besoin de formules simples, etc. Et que malheureusement, nous passons tous les temps à dépenser beaucoup d'argent, à égorger beaucoup de bœufs et de chèvres, etc., pour raconter ce qu'ils ont fait, etc., des miracles toute la nuit, et qu'on ne produise pas un seul enseignement. Et qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, les gens sont à la recherche d'une autre offre. Ça, il faut le dire. Je suis aussi critique avec ces confréries-là, mais aussi avec les autres qui veulent maintenant, sous couvert de renouvellement ou de réforme, il appelle réforme, mais une réforme qui se fait par ce qu'Iqbal appelait, qu'on appelle une forme d'entêtement rétrospectif. Je veux évoluer, je veux réformer, mais je regarde toujours dans le rétroviseur et pas devant moi. Pourquoi toujours l'idéalisation du passé et ne pas affronter les questions de notre temps? C'est en cela que le salafisme me gêne, tout simplement. Parce que si on doit imiter les pieux anciens, comme on les appelle, mais imitons-les dans toutes leurs œuvres. Pourquoi on veut les imiter dans leur pratique et on ne veut pas les imiter dans la manière dont ils ont eu l'intelligence de leur temps et de leur réalité, et on réfléchit, on produit des modèles selon leur réalité, selon leur niveau d'entendement. Mais faisons de même pour le XXIe siècle. Nous serons de vrais salafistes. C'est-à-dire que si on s'inspire de leur enseignement, aussi inspirons de leur méthodologie. Ils ne sont pas plus aptes que nous à comprendre les réalités de notre temps. Et c'est ça qui a fait que l'islam a pu être universel. C'est-à-dire que le texte lui-même, pourquoi le texte a traversé tous ces siècles? Parce qu'en tout temps, en tout lieu, les gens ont produit une réflexion, une interprétation pour que le texte soit un texte vivant. Morba a souligné des questions très dangereuses, mais périlleuses. Là, si je retourne un peu dans l'islamologie classique, je vais lui répondre par Serigne, parce que ça va lui faire plaisir, et moi j'adore ce penseur. Lui-même, il le dit, je ne suis pas dans... Lui-même, il a critiqué cette attitude de dire que, oui, nous devons tout... Notre attitude de dire que nous devons tout prendre de là-bas. Il dit, là, le Nabi, Rasulullah ma'urifat, hadartun sha'nuha takrimu al-ghuraba. Il dit, mais si ce n'était pas le prophète qui nous a amené cet enseignement, mais on s'en fout de tout ce qui leur reste là-bas, tous leurs trucs, hospitalité, nous aussi, on a les mêmes valeurs. Oui, radicalisation, est-ce que toujours négative? C'est ça que je disais au début du propos. Parce que même ce qu'on appelle les fondamentalistes, etc., on a retrouvé dans toutes les religions, retourner au temps du prophète, etc. Mais là, je vais emprunter un concept iqbalien, c'est-à-dire que
est-ce que l'islam est toujours... C'est une religion de mouvement. Parce que qui a impulsé une dynamique sociale. Ils trouvent des femmes qui n'ont pas d'héritage, on s'y prend mal avec les orphelins, etc. Ils instaurent quelque chose. Ils trouvent qu'il y avait des harems de 200 femmes, bon, on limite à 4 femmes. Ils trouvent que... Mais il faut maintenant, pour être véritablement musulman, est-ce qu'il faut regarder le rétroviseur, aller vivre comme au 7e, ou bien s'inscrire dans cette dynamique de changement sociétal qu'avait impulsé le prophète et nous-mêmes changer nos sociétés? C'est ça tout le débat. Et ne pas s'inscrire dans ce qu'on appelle l'entêtement rétrospectif, quoi. Regardez toujours en arrière. C'est tout un débat. Sur les versets là, c'est vrai que si on ne faisait pas une étude critique sur les conditions de révélation, etc., les contextes, on se disait, mais tiens, ce livre est contradictoire. Ce même livre nous dit, ben, tuez-les partout où les trouver, oui, on le trouve. Et on trouve, il n'y a pas de contrainte en religion. Là, il faut véritablement historiciser le texte. Mais malheureusement, certains musulmans vous interdisent d'historiciser le texte. Alors que si on ne le fait pas, on est mort. J'ai entendu Éric Zemmour dire quelque chose, personne n'a répondu. Parce que nous avons scié la branche sur laquelle nous étions assis. Éric Zemmour a dit ceci, en disant, oui, maintenant on me reproche d'être contre l'islam, maintenant c'est bon. J'ai fait une culture islamique pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai beaucoup lu, mais j'ai su qu'en islam, le verset qui précède, qui vient après, abroge le verset qui était là avant. Donc, si je regarde tous les versets qui disent tuer les gens, c'est les versets qui sont venus après. Donc c'est ça le vrai message de l'islam. Ah mon Dieu, c'est dangereux, mais pourquoi on n'a pas pu répondre à Éric Zemmour? Et parce qu'on a tué la personne qui avait donné la réponse en 84, c'est Mohamed Mahmoud Taha, le Soudanais, tué sous le régime Némiri, qui avait écrit le livre qui s'appelle Le deuxième message de l'islam. Hein? Mon ami Bakega, il va être très content. Le deuxième message de l'islam, c'est-à-dire qu'en disant que il fallait une intelligence en disant, ok, le message de la Mecque, qui était un message très spirituel, protéger les orphelins, donner la sadaqa, être bien. Mais qu'à Médine, parfois, il y a la raison d'État. Il y a un projet politique. Est-ce que maintenant on assimile ce projet politique-là qui avait cette contingence à un message global de l'islam qu'on doit perpétuer, etc. C'est tout un débat qu'il a posé, mais qu'il a coûté la vie. Donc nous-mêmes, je crois que, sans parler de l'islam lui-même, il faut parler des musulmans. Je ne sais pas qui disait que je remercie Dieu d'avoir connu l'islam avant de connaître les musulmans. Oui. Donc ce sont les musulmans. On revient à la... Comme ceux qui critiquent. Est-ce que les marxistes ont fait ce que Marx a dit? Je ne crois pas. Donc c'est tous les... Bon, je ne pourrais pas vraiment revenir sur tout ce que tu as souligné. Oui, les saints protecteurs, moi je ne suis pas d'accord aussi. Je suis presque d'accord avec toi. On dit oui, ici, il n'y a rien qui va se passer, fidèle. Bon, qui vit de fille. Mais Bagdad, Abdou Khadr Djeylani est là-bas. Hein? Le prophète est en Arabie Saoudite. Hein? Et tant d'autres. Donc, alors, pour Alioune Ndiaye, oui, c'est vrai que je suis dans une polarisation. C'est vrai, c'est une polarisation qui m'a beaucoup marqué. J'essaie d'en sortir. Avec un peu de mal. Mais c'est vrai qu'il y a des passerelles qui sont claires. Et même moi, c'est étonnant parce que sur le plan de la science politique, j'étais avec les meilleurs Gomez Pérez et les Marie Brossier de l'Université de Laval. Je me disais, mais la science politique française a complètement raté les études sur l'islam sénégalais en dormant sur ses lauriers, sur des paradigmes et des schèmes des années 50. Avec une dichotomie, confrérie, association islamique, alors qu'il y a toujours des passerelles. Les fondateurs du mouvement réformiste, c'est tous des fils de marabouts, issus des milieux confrériques, là je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas seulement, j'oppose pas les soufis et les réformistes. Bon, c'est un procès qu'on me fait, chaque fois qu'il y a un article, je vois les commentaires, et je crois comprendre d'où ça vient, mais je suis tout simplement contre le fait que quelqu'un dise, moi j'ai le bon modèle, c'est celui-là. L'autre, il est dans l'erreur, dans la bid'a, dans la etc. C'est ça que je n'aime pas. C'est pas parce que j'oppose les confréries, j'oppose les mouvements soufis, etc. Sur la composition de ce spectre de courant au Sénégal, c'est très diversifié. Il y a Ibadou Rahman, que je pourrais qualifier à ses origines, notamment salafiste, réformiste,
politisé, qui avait un projet social quand même, islamisation de la société, comme les frères musulmans, avec une certaine stratégie. Moi, je crois qu'ils sont encore dans la stratégie. Bon, ça, c'est... et dans la taqiyya, il y a le mouvement Al-Falah, qui est plutôt d'obédience salafiste, wahhabite, influencé par l'Arabie Saoudite. Un nouveau mouvement qui s'est inspiré de ça, l'Istiqama, autour de Dr Ahmed Lo, hein, qui a été formé en Arabie Saoudite, mais qui est un peu aujourd'hui l'ambassadeur même hein, de ce wahhabisme là aussi au Sénégal et dans la sous-région, qui travaille beaucoup avec Diko, etc. Il y a cette tendance-là qui dit que bon, ils ne sont pas intéressés par la politique, c'est un mouvement piétiste, retour aux sources. Mousdahir, ce sont des chiites sénégalais, avec l'imam Cheikh Haïdara, je me rappelle son nom. Il y a un nouveau mouvement qui est très intéressant, que je suis de près depuis les événements en Égypte, c'est le RIS. Je pense que qui a rendu un peu le mouvement Ibad Rahman est un peu sur la touche, dépassé par cette nouvelle génération des anciens de l'AMS qui sont retrouvés au niveau du RIS, le Rassemblement Islamique du Sénégal, beaucoup plus politisé, avec des gens qu'on a remarqués dans le mouvement Ibad Rahman au début, mais aussi de plus en plus proches des frères musulmans, avec des connexions certaines maintenant. On sait qu'entre 2008 et 2010, un certain nombre de frères musulmans sont venus au Sénégal pour la formation militante, avec ce mouvement RIS-là, qui a fait beaucoup de manifestations suite à l'éviction de Mohamed Morsi, qui a reçu une délégation des frères musulmans il n'y a pas longtemps au Sénégal. Bon, il y a plusieurs mouvements qui sont là aujourd'hui. Et c'est la richesse de l'islam au Sénégal. Je l'ai dit au début, je ne dis pas qu'il y a un modèle qui est le Sénégal, qui est différent. Non, je l'ai inscrit dans la globalité. Je pense que je ne vais pas revenir dessus. L'objet de cette conférence, bon, c'était pas bon, la radicalisation. On s'est bien compris après, j'ai compris. Jean-Baptiste Ndiaye, oui, il ne faut pas dormir sur le laurier. On disait la même chose. Il y a un article, je ne vais pas citer l'auteur, parce qu'elle a eu la gentillesse, donc elle ne voulait pas publier ça. Elle a fait toute une théorie pour dire que le Mali, c'est gagné, c'est un islam tranquille, il n'y aura jamais de problème au Mali, etc. C'était écrit en 2010-2011. Et après est arrivé ce qui est arrivé. C'est-à-dire que moi, je continue à croire que du moment que